Sergueï Girnov, bienvenue. Bienvenue. Vous êtes un ancien agent du KGB, une vie que vous racontez dans L'Éclaireur, votre dernier livre. Alors c'est officiel, on l'a vu, la Russie compte 4 nouvelles régions. Cette cérémonie, c'était pour transformer une défaite militaire en victoire politique ? Oui, tout à fait. C'est pas encore terminé, parce que là, ils ont signé les accords. Maintenant, il faut que ça soit entériné par la Douma et le Conseil de Fédération et signé l'ukaz de Poutine définitif de bienvenue. Mais vous avez compris que c'est une formalité. Bien évidemment, Poutine avait besoin, pour 7 mois de cette guerre, de présenter un résultat. Il n'avait pas de résultat sur le champ de bataille. La Russie perd du terrain face aux Ukrainiens et donc il fallait faire quelque chose. Alors ce qui a aussi frappé dans ce discours qui a duré 40 minutes, c'était le ton offensif contre l'Occident. On avait l'impression de revenir à la guerre froide. C'est votre sentiment ? Absolument, mais ça c'est pas nouveau. Déjà, je vous rappelle que avant de commencer la guerre le 24 février, Poutine a fait déjà des ultimatums pendant tout le mois de janvier et tout le mois de décembre 2021. Sans oublier non plus d'autres discours, à commencer par exemple par le discours de 2007 à Munich. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Rien. En fait, ce qui m'a marqué, c'est le culot avec lequel il prononce des discours comme ça. Parce qu'en réalité, vous savez, chez Poutine, c'est très simple pour comprendre le discours. Donc, il accuse l'Occident de tous les maux. Vous prenez son discours, vous remplacez le mot Occident par la Russie et vous comprenez en fait ce que la Russie fait depuis 7 mois, voire même Pour vous, c'est une sorte de vérité inversée ? C'est absolument une vérité inversée. C'est-à-dire que Poutine, pour ne pas être accusé de tous les maux, en fait, il accuse en préventive, ça c'est la technique KGB, il accuse en préventive l'Occident. Et ce discours, c'est plus pour son peuple ou pour l'extérieur ? Ah, les deux. Les deux, bien évidemment pour le peuple, parce que bien évidemment cette clownade à Moscou, elle est en direction des traditionalistes, des nationalistes, des presque fascistes de Russie, mais aussi pour les États-Unis, parce que les États-Unis sont présentés quand même comme l'ennemi numéro 1 et l'Occident qui est en fait l'Occident est présenté comme une victime des États-Unis, mais le mal c'est les États-Unis. Le mal c'est les États-Unis. On le voit s'exprimer Vladimir Poutine devant le banc et l'arrière-banc de dignitaires russes, beaucoup de personnes. C'est aussi une façon de rassembler ses ennemis, ses amis. Ce ne sont pas ses ennemis, ce sont ses co-auteurs. En fait, vous savez quand il y a un crime, en fait, Poutine veut s'entourer de tous les gens pour ne pas être accusé tout seul de participer à ce geste criminel, parce que en fait, c'est contre la Charte des Nations Unies. Ça a été bien évidemment tout de suite critiqué et rejeté par toute la communauté internationale, parce que il fait aussi la référence au droit international. Et en fait, lui, il est juriste, il sait parfaitement que acquérir par la force d'un territoire d'un autre pays, c'est contraire au droit international. Alors Washington a dit que le G7 sanctionnerait tout pays soutenant la Russie après les annexions en Ukraine. Le G7 qui a dit qu'il ne reconnaîtrait jamais donc ces annexions. Quant à Volodymyr Zelensky, eh bien, il riposte. Écoutez-le. Nous nous faisons confiance. Nous nous aidons et nous nous protégeons. C'est l'objectif de l'Alliance, de facto. Aujourd'hui, l'Ukraine demande de droit la protection de toute notre communauté dans le cadre d'une procédure d'adhésion accélérée. En effet, miroir, Volodymyr Zelensky a donc signé de manière très formelle cette demande d'adhésion accélérée à l'OTAN, une mise en scène en réponse à celle de Vladimir Poutine, dans un décor bien plus dépouillé. C'est de bonne guerre, si j'ose dire, Sergueï Girnov ? C'est une très bonne guerre. D'ailleurs, c'est une décision très forte. Zelensky l'a annoncé hier avant-hier. Donc, il disait qu'on préparait aussi une réponse, parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer. Tout le monde le savait d'ailleurs, ce qui allait se passer au Kremlin. Donc, c'était absolument pas une surprise pour personne. Et donc, le président Zelensky, il est toujours dans la communication avec laquelle il gagne. Pour moi, dans la communication, il est meilleur. Pour vous, c'est lui le gagnant. Parce que Poutine, il était dans un palais, dans un truc impérial, et en fait, pour fustiger l'impérialisme américain. Et pourtant,
il est impérialiste. Il est en train de mener une guerre impérialiste. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a répété déjà plusieurs reprises dans ses discours en disant, y compris en Afrique, lorsqu'il était au mois de juillet pour le déplacement face au ministre russe des Affaires étrangères Lavrov, que la Russie mène en réalité une guerre néocolonialiste. Et il ne faut pas se tromper parce que les pays, là tout à l'heure vous avez parlé du Burkina Faso, vous avez vu les drapeaux rouges, et en fait il y a plein de gens qui ont un rêve comme quoi la Russie pourrait leur apporter de l'aide. C'est faux. Voilà, et ben on y reviendra. D'ailleurs, Vladimir Poutine est en train de s'exprimer en ce moment même sur la place rouge, où il a retrouvé effectivement les milliers de personnes qui célèbrent donc cette victoire. La victoire est à nous, c'est ce qu'il vient de déclarer. On y reviendra, on aura peut-être le sonore de Vladimir Poutine dans quelques instants. Alors une guerre de communication, on l'évoquait, mais pas seulement. Les frappes se poursuivent à Zaporijia en Ukraine. Une attaque a visé une colonne de voitures. Il y a au moins 25 morts, des victimes civiles. Les deux camps s'accusent mutuellement d'être responsables de ce carnage. Le récit de Sophie Goldstein. L'attaque a eu lieu près de la ville de Zaporijia, sur le parking d'un centre de transit pour déplacés, entre la zone contrôlée par les Ukrainiens et celle contrôlée par les Russes, à une quarantaine de kilomètres au nord de la ligne de contact. Une scène de massacre. Les victimes sont des civils ukrainiens. Ils attendaient là avant de pouvoir se rendre dans la zone occupée par les Russes en quête de soins et à la rencontre de proches, selon les autorités ukrainiennes. 240 voitures étaient prévues dans ce convoi. Elles devaient quitter la ville et c'est à ce moment que la frappe aérienne a eu lieu. Le convoi a commencé à se former vers 8 heures. La première frappe a eu lieu vers 8h15 à l'entrée du marché, la deuxième au milieu du marché et la troisième à l'autre bout, avec des intervalles de 20 à 30 minutes. Cloués au sol, véhicules criblés. À la mi-journée, 25 morts au moins, 50 blessés, selon le parquet ukrainien. Qui a frappé? La Russie terroriste, affirme le président Zelensky. L'Ukraine répond un responsable mis en place localement par Moscou. L'attaque de Zaporijia survient quelques heures avant l'annexion de la région par la Russie, après un référendum imposé par le Kremlin à la population ukrainienne, alors que la guerre entre dans son 8e mois. Oui, une annexion qui survient après une contre-offensive éclair des Ukrainiens, notamment dans la région de Kharkiv. Kupiansk fait partie des villes libérées. C'est un important nœud ferroviaire. Les combats ont été intenses. De nombreux corps de soldats russes jonchent encore les rues. C'est la fin d'un cauchemar aussi pour les Ukrainiens. Le récit de Mévalo. Une chaîne humaine sur un pont bombardé pour acheminer les colis de rationnement fournis par les Britanniques. C'est la première livraison d'aide alimentaire depuis la reconquête de la partie est de la ville de Kupiansk, aujourd'hui entièrement contrôlée par les forces de Kiev. Cet important nœud ferroviaire est relié à la région de Louhansk et ensuite au système ferroviaire russe. Donc, évidemment, en termes de logistique et d'approvisionnement, il était important pour les Russes de le contrôler. Sur la rive orientale de la cité industrielle nouvellement libérée, la population est à bout, à l'image de cet homme, aux genoux qui se dérobent, secouru par des soldats. Juste à côté de cette dame âgée qu'on évacue, le corps d'un soldat russe. Cadavres et blindés détruits jonchent les rues, les traces d'une bataille sans pitié et des civils pris au piège. C'était vraiment dur, vraiment dur. Nous étions terrifiés, sans eau, sans électricité, sans gaz, sans connexion mobile. Situé dans le nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, Kupiansk est tombé dans les premiers jours de l'invasion russe. Une chute rapide alimentant les soupçons d'une population russophone, en partie favorable à Moscou. Le 24 février, beaucoup de gens, environ 200 gars du coin, sont venus au centre d'enrôlement pour se battre pour l'Ukraine. Mais le 25, des véhicules blindés russes avec des drapeaux et des soldats étaient devant le centre. On ne pouvait rien faire. Toute opinion pro-ukrainienne était punie par la Russie. Ceux qui le peuvent fuient vers l'ouest de la ville. La région de Kharkiv résiste et la contre-offensive se poursuit, comme un pied de nez aux annexions de Moscou, dans l'est et le sud du pays. Et revenons sur ces référendums d'annexion. Notre envoyé spécial a accompagné une délégation d'observateurs étrangers conviés à suivre ce scrutin. Une volonté de transparence des autorités russes qui se heurte parfois à la réalité du terrain. Reportage. À la veille des référendums d'annexion, une centaine d'observateurs a été invitée par la Russie. Au préalable,
Ils sont conviés à une conférence. Leur mission n'a pas encore commencé, mais déjà le ton est donné. Viva Russia, viva! Long live President Poutine, long live! Venus d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique latine, tous sont là pour donner une légitimité à des scrutins décriés, sous l'œil bienveillant de leurs hôtes russes. J'espère bien que les observateurs vont faire les conclusions objectives et positives. Une partie des observateurs est dépêchée en Crimée. Depuis cet aéroport militaire, les groupes vont être répartis vers les territoires bientôt annexés. Lui prend la direction de Kherson. Il est français. C'est la 3e fois qu'il est invité par la Russie. C'est important pour ceux qui se sentent assez proches de la Russie de pouvoir valider ce référendum par notre présence et de constater le sérieux qui va être mis à l'organisation de cette opération. Encadré par les Spetsnaz russes, le groupe arrive tard et ne verra aucun votant. Pas le temps de s'appesantir sur la question, il faut déjà repartir dans la foulée pour la Crimée. Le lendemain, les observateurs enchaînent les visites dans une ambiance de colonie de vacances. À leur arrivée dans les bureaux de vote, les observateurs sont à chaque fois attendus par les médias russes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont choqués par l'attitude des gouvernements occidentaux. Pour la conclusion des référendums, ce groupe est envoyé à Saint-Pétersbourg. Le dernier jour d'observation démarre par une promenade en bateau, avant de visiter 2 bureaux. Le scrutin touche à sa fin. Ils assistent au début du dépouillement. Après le décompte, les résultats annoncés frôlent les 99% de votes pour le rattachement de Lougansk à la Russie. Au lendemain des résultats, le constat est sans appel. Les autorités annoncent une victoire écrasante du oui dans les 4 régions appelées à voter. Et pour les observateurs qui auraient relevé des irrégularités, les organisateurs fournissent une explication toute trouvée. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Là, dire qu'il n'y a rien à dire par rapport au scrutin, ce n'est pas juste. Il y a des manquements que nous avons remarqués. Et pour certains manquements aussi, ils nous ont répondu que c'est face aux réalités, parce que c'est une période de crise. La mission des observateurs est terminée. Le moment de boire le verre de l'amitié avec l'hôte russe. Sergueï Girnov, vous qui êtes un ancien du KGB, est-ce que vous êtes surpris par ce genre de tour opérateur, si j'ose dire ? Non, pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé déjà du temps de l'Union soviétique. On a connu ça sous Staline. Donc en fait, il y avait une sorte de mouvement en Occident que eux-mêmes, les Russes, appelaient les idiots utiles. En fait, c'est les gens qui, par idéalisme, croyaient peut-être à des choses. Et en fait, comme ils étaient persuadés dans leurs idées, ils ne voyaient absolument pas la réalité. Vous voyez, ces personnes-là, ils sont dans un pays en guerre, où il y a des morts, où il y a des milliers de morts. Ils rigolent, ils boivent le champagne. Mais ils ne le voient pas. On voit bien qu'ils sont encadrés par des forces spéciales. Voilà. Et ils ne voient pas la réalité du terrain. Et en plus, ils ne savent même pas qu'ils servent en fait de faire valoir à ces référendums qui ne sont pas des référendums. Parce qu'on ne peut pas organiser des référendums dans un pays occupé, dans un pays en guerre, accompagné de soldats en armes. Donc tout ça, ça n'existe pas. Et ces gens-là ne comprennent pas ça. Et quand ils rentrent en Occident, ils ont un discours, voilà, nous avons observé, il n'y a pas eu de Mais il y avait des observateurs africains aussi. On en revient toujours à ce besoin peut-être pour Vladimir Poutine de retrouver des partenaires. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il a des partenaires, hein, parce qu'il y a des pays très très pauvres africains à qui la Russie a donné de l'aide, à qui la Russie a, y compris, a donné des crédits. Et donc, il y a plein de gens. Mais en fait, ils se trompent parce qu'ils croient qu'il y a le méchant Occident qui est en Afrique pour coloniser l'Afrique et la bonne Russie, la Sainte Russie, qui va les sauver. En fait, la Russie est aussi méchante que l'Occident, est aussi colonisatrice que l'Occident. Et donc, quand ils vont le comprendre, ce sera peut-être trop tard.
tard. On a vu tout à l'heure ces images de destruction, de mort aussi, une nouvelle frappe à Zaporijjia, et avec aussi ces Ukrainiens qui avancent, ces soldats ukrainiens qui avancent, donc avec Liman. L'armée russe est en grande difficulté. Que se passera-t-il si Liman tombe ? Si Liman tombe, c'est une ville clé parce qu'en fait, ça ouvre deux voies. Ça ouvre la voie vers la République de Lugansk et la République de Donetsk. Donc ça va permettre d'abord à l'armée ukrainienne de progresser dans les deux directions. Et en plus, il risque même d'encercler une bonne partie de l'armée russe qui actuellement se trouve à Liman.